L'Internet qui tue. 2 cas de cyberintimidation soulèvent de nouveau la colère. D'abord, en Nouvelle-Écosse, 2 hommes de 18 ans ont été accusés de distribution de pornographie juvénile en lien avec le suicide de Rethea Parsons. C'est l'adolescente que vous apercevez en ce moment. Elle avait 17 ans. Elle s'est suicidée en avril dernier après avoir été vraisemblablement victime de viol, mais aussi de cyberintimidation. Et pendant ce temps, au Royaume-Uni, le suicide d'une jeune fille de 14 ans, victime elle aussi de cyberintimidation, soulève l'émoi. Comment combattre ce phénomène? J'en ai parlé un peu plus tôt avec Anne Lagacé-Dawson. Elle est la présidente et directrice générale de l'organisme Ensemble dans le respect de la diversité. Anne Lagacé-Dawson, bonjour. Bonjour. On est troublé par le fait que des adolescents commettent l'irréparable, c'est-à-dire se suicident après avoir été intimidés, notamment sur Internet. Comment ils peuvent en arriver à poser ce geste-là? Qu'est-ce qui fait qu'un adolescent intimidé pose ce geste de se suicider? Bien, je crois que c'est souvent une espèce de synergie négative, c'est-à-dire qu'il y a probablement de l'intimidation en temps réel, c'est-à-dire à l'école ou dans son milieu social. Il y a de l'exclusion sociale, il y a peut-être d'autres problèmes connexes reliés à la santé mentale. Et en plus, il y a une intimidation qui se fait sur les plateformes des médias sociaux. Et tout ça fait que ça fait déborder le vase. Heureusement... Ce sont des gens vulnérables. Absolument, à la base, oui. aussi. Et souvent, ce sont des jeunes entre 12 et 17 ans. Alors, on sait que c'est la crise identitaire adolescente. Souvent, c'est la rentrée au secondaire. C'est un peu la définition de son identité. Alors, ce sont des gens qui sont déjà vulnérables. Et s'il arrive une série de malheurs comme ça, ça peut se terminer en suicide, mais c'est heureusement plutôt rare. Voilà, c'est exceptionnel. Oui. En même temps, ça nous trouble parce que c'est très troublant. Et les réseaux sociaux se multiplient. Il semble-t-il que c'est sur les réseaux sociaux que ça peut se passer quand on parle de cyberintimidation. Les Facebook, les Ask.fm, les Spotted. Là, on parle des victimes, mais qu'est-ce qui fait que les agresseurs, les intimidateurs, disent des choses comme ça sur ces réseaux sociaux-là? Qu'est-ce qui fait qu'un autre jeune puisse vouloir harceler, intimider un autre sur les réseaux sociaux? Bien, il n'y a pas que les jeunes qui le font, d'ailleurs. Il y a des adultes aussi. C'est que je pense qu'il y a une espèce d'incompréhension de ce que c'est, les médias sociaux. Les gens ne se rendent pas compte qu'il y a des conséquences. Les mots se font transmettre, et pas seulement à la cible, mais à toutes sortes d'autres personnes. Et c'est un peu comme publier quelque chose de négatif à la une d'un journal. Et il n'y a pas que les jeunes qui ne comprennent pas les retombées potentielles de paroles haineuses, par exemple. Et c'est anonyme aussi, donc je présume que c'est plus facile pour l'intimidateur. Malheureusement, sur des plateformes comme Spotted, c'est anonyme. Et c'est ironique parce que Spotted a été conçu pour être une plateforme positive, pour faire des compliments sans s'identifier. Toi, la jolie fille que j'ai vue à la bibliothèque, que j'aurais bien aimé te parler. Gentil, c'est ça. Alors, tout ça pour dire que les médias sociaux, les plateformes de médias sociaux sont neutres en soi, mais ils peuvent être utilisés de façon positive et aussi malicieuse. Et on l'a vu dans le cas de Rethea Parsons. En même temps, l'intimidation, il y en a toujours eu. Avant, Absolument. Ça se passait dans la cour d'école. Maintenant, ça se passe dans la cour d'école puis aussi à la sur maison, Internet. Est-ce qu'il y en a plus? Est-ce qu'il y a un manque? Est-ce qu'il y a plus de manque de respect, de manque de civisme qu'il y en avait avant? Ou c'est juste que là, on met notre loupe là-dessus puis on s'aperçoit qu'il y a un problème? Mais je pense que c'est un peu qu'on met notre loupe dessus parce qu'on se rend compte que les enfants ont des droits. Alors, c'est un peu une logique qui suit le mouvement des chartes des droits au suffrage universel. On s'aperçoit que les enfants ont des droits aussi. Et là, on commence à regarder d'une façon plus critique les interactions entre enfants. Et on comprend aussi par la recherche que l'intimidation peut avoir des conséquences graves des performances, mauvaises performances à l'école, décrochage, manque d'estime de soi, dépression. Alors, on se rend compte que c'est un problème qu'il faut essayer de pallier, auquel il faut pallier. Et je pense que c'est en rapport avec une espèce d'émancipation en général des enfants. Alors avant, on le banalisait un peu. Absolument. On disait que c'était normal. C'est un rite de passage, c'est temporaire. Alors que là, on constate les conséquences négatives que ça peut avoir. Alors, il y a différentes approches pour régler le problème. Stephen Harper, hier, dans les Maritimes, disait « Nous nous engageons à resserrer le code criminel, à faire en sorte que les intimidateurs soient punis plus sévèrement. » En Grande-Bretagne, M. Cameron dit « Il faut boycotter des sites comme Ask.fm. » Quelle est la solution?
Bien, je ne crois pas que le problème, c'est de légiférer. Et c'est peut-être possible qu'il faudra ajouter au Code criminel une section qui reconnaît l'importance de la diffusion d'images intimes. Parce que ça, c'est du jamais vu, en fait. Hein. Les images de Rehtaeh Parsons, une espèce de vidéo qui a été tournée d'elle. De son agression sexuelle. Exactement. Et ça, c'est du jamais vu, en effet. Mais en général, je dirais que les outils sont déjà en place. Le Code criminel reconnaît l'harcèlement, les paroles haineuses, l'incitation aux actes d'agression. Il y a aussi les commissions des droits de la personne. Je crois que les outils sont déjà en place. Il faudrait maintenant former la police et les avocats à procéder de la bonne façon. Et aussi enseigner et parler de l'importance et des conséquences de ce qu'on dit sur les médias sociaux. Je ne crois pas que ce soit nécessaire de légiférer et je crois que ce serait regrettable de criminaliser les jeunes. Parce que souvent, une cible peut être intimidateur. C'est un problème de relations interpersonnelles et de criminaliser davantage, je ne crois pas que ce soit la solution. N'empêche que c'est peut-être quelque chose que les politiciens aiment faire. Je ne crois pas que ça va régler les vrais problèmes sur le terrain. Mais alors, on parle souvent d'éducation. Est-ce que c'est possible d'éduquer les jeunes pour qu'ils prennent conscience des dommages que peut créer la cyberintimidation? Absolument, et c'est ce que notre organisme essaie de faire dans les écoles. On pense que la solution, c'est la prévention, en fait, et c'est par l'éducation que ça passe. Malgré le fait que quand on traverse une ligne où ça devient des paroles haineuses, il faut intervenir. Et là, il faut que la police et la justice, le système légal interviennent aussi. Mais il n'y a pas que les jeunes qui abusent et il faut que tout le monde en prenne conscience. Et par exemple, si on est parent et on voit que notre jeune ne veut pas aller à l'école, s'isole davantage, parle de suicide, il faut prendre ça très au sérieux et intervenir. Et nous, on incite les adultes qui entourent les jeunes à prendre connaissance de ce que c'est les plateformes de médias sociaux et d'être à l'écoute des jeunes et d'agir, aller vers les autorités, aller vers les professeurs, les administrateurs dans les écoles, les commissions scolaires à la rigueur. Ils sont sensibilisés à ça? Ils sont ouverts? Bien, peut-être pas assez. Et c'est ça le travail qu'on a à faire comme société. Parce que les droits des enfants, il faut que ça se traduise par le respect des adultes. On ne peut pas mettre le fardeau sur les jeunes. Il faut que les adultes soient disponibles et à l'écoute et prêts à passer à l'action. Et aussi prêcher par l'exemple. Très bien. C'est important. Le message est lancé. Merci, Anne. Merci à vous.